Bonjour à toutes et à tous. Merci à toutes les personnes qui m'ont permis de participer aujourd'hui à distance à ce séminaire. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter, puis je vais vous présenter la société LFB dans laquelle je travaille aujourd'hui. Ayman Boubacar, je suis pharmacien de formation et aujourd'hui responsable projet dans la nouvelle usine d'Arras sur la partie fill and finish. C'est la partie qui concerne le remplissage aseptique et la lyophilisation des produits injectables. L'objet de cette intervention. Dans un premier temps, je vais présenter le LFB. Le LFB, je ne sais pas si vous avez une idée sur la société, mais aujourd'hui, le LFB, le Laboratoire français de fractionnement et de biotechnologie, est une entreprise qui est engagée pour la vie des patients. On est une société qui a été créée en 1994. Dans les années 90, c'était plus l'établissement français du sang ou le Centre national de transfusion sanguine qui récupérait le sang et qui faisait la partie séparation du plasma et la préparation des médicaments. Et depuis 1994, il y a eu la séparation entre la société qui récupère le sang, c'est l'EFS, et celle qui produit les médicaments, c'est le LFB. Donc nous, on intervient sur trois domaines thérapeutiques importants qui sont l'immunologie, l'hémostase et les soins intensifs. Donc les produits qui sortent de nos usines, on a 15 biomédicaments, deux qui sont à l'état liquide, donc c'est des immunoglobulines. Les 13 autres produits, c'est des facteurs de coagulation qui sont vendus sur une forme lyophilisée. Aujourd'hui, on est plus que 2500 collaborateurs sur les trois différents sites en France, avec la nouvelle usine qui est en cours de construction, avec beaucoup de personnes en recrutement. Le LFB, aujourd'hui, on fait un chiffre d'affaires aux alentours de 458 millions d'euros. C'est des informations que j'ai obtenues de la boîte et que je partage avec vous aujourd'hui. C'est les chiffres de début 2022, donc on n'a pas encore l'actualisation de 2022. Aujourd'hui, on est présent sur le marché français, on est leader sur la partie France. On voit très bien que l'international, on n'a que 30% de chiffre d'affaires qui est fait à l'international. C'est une des raisons pour laquelle le groupe a décidé, il y a quelques années, d'investir sur une nouvelle usine, euh, justement pour plusieurs raisons, notamment, un, le triplement de la capacité, et la deuxième raison, c'est aussi pour renforcer la présence du groupe au niveau international, et plus précisément aux États-Unis. Au niveau national, aujourd'hui, on a trois entreprises qui sont opérationnelles et qui ont leur certificat GMP. On a le site des Ulysse dans la région parisienne. C'est le site dans lequel on va faire la récupération du plasma qui a été sécurisé par l'EFS, puis réceptionné par l'ELAB aux Ulysse et qui va subir aussi des contrôles à réception avant d'être libéré et autorisé à être utilisé sur des lignes de production. Donc, c'est les unes de fractionnement au niveau des Ulysse. Puis, le produit qui a été fractionné, il va être envoyé à l'usine de Lille pour faire la partie aval du process, c'est la partie purification. Donc là, on va séparer les protéines d'intérêt, puis le remplissage aseptique ou le fill and finish et la lyophilisation. À Alès, on a une troisième usine qui fait des facteurs recombinants. Et aujourd'hui, on a la nouvelle usine qui est en cours de construction, c'est Arras, c'est au nord de Lille, entre Paris et Lille. Et cette usine, elle est en cours de qualification et les lots de validation sont planifiés juste post-reprise cet été, donc à partir du mois de septembre. Donc nos produits, c'est pas de la chimie, c'est pas- c'est de la biotech, c'est du vivant. Donc, on récupère le plasma collecté exclusivement par l'établissement français du sang, l'EFS. Donc, il nous fournit le sang qui a été collecté par des donneurs. C'est un sang qui est non rémunéré, qui va être sécurisé par l'UFS, puis il va être acheminé vers des hôpitaux pour les trois domaines thérapeutiques qui ont été cités.
Tout ça en passant par les différentes usines du LFB pour, faire la sécurisation, puis la partie purification et enfin la mise en forme et le packaging. Tout ça en assurant une traçabilité entre le donneur et le, patient qui a reçu la dose. Donc là, en cas de problème, on a le système de pharmacovigilance et d'hémovigilance qui s'active dans les 2 sens pour, faire la traçabilité nécessaire et stopper l'injection d'un produit si jamais on a une alerte ou retrouver le patient qui a subi une dose sur laquelle on a eu une alerte post-injection. Voilà, c'est des choses qui aujourd'hui à date on n'a pas eu de cas recensés, là-dessus. Alors, comment passer du plasma au médicament? Rapidement, c'est aujourd'hui, on a les poches de plasma qui arrivent au niveau de l'usine heu, de Paris. Les premières étapes, ce qu'on appelle les étapes de fractionnement, on ne va pas rentrer dans le détail de l'arbre de fractionnement, du sang. Donc les premières étapes, ça permet de séparer la première partie, c'est ce qu'on appelle le cryoprécipité dans lequel on va trouver, principalement du facteur 8, pour les hémophiles et le facteur von Willebrand et l'autre partie, dans laquelle on va trouver majoritairement des immunoglobulines, de l'albumine et d'autres protéines d'intérêt. Donc nous, au niveau de l'usine d'Arras, on va traiter, exclusivement de l'immunoglobuline, de l'albumine et du fibrinogène. Donc on va pas s'intéresser à la partie facteur de coagulation qui restera sur le site de Lille. La deuxième étape, c'est une étape de purification à partir d'un mélange dans lequel on va retrouver, les 15 protéines. Donc là, il faudra qu'on passe par des étapes de purification. Donc on va trouver après le détail sur les procédés qui sont spécifiques pour chaque produit, mais essentiellement, on va trouver 2 grandes étapes importantes. C'est la précipitation, soit à l'alcool ou bien au caprylique et des étapes de chromatographie à échange d'ions ou chromatographie, d'affinité qui vont nous permettre de séparer les protéines d'intérêt et avoir la formulation finale de produit qui va être envoyée à l'usine pour être mis sous forme pharmaceutique, soit à l'état liquide, soit à l'état lyophilisé. Cette mise en forme pharmaceutique, aujourd'hui, elle est assurée par le site de Lille. Et aujourd'hui, on a les 15 médicaments qui transitent par ce site, avant d'être, inspectés visuellement, qui est l'étape finale de la préparation d'un produit injectable, puis, envoyés au packaging, pour la mise en étui, puis la notice avant la libération du produit et envoi vers, la distribution, puis chez le patient. Donc globalement, c'est les, 3 grandes étapes. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le nouveau site, il va traiter quoi comme, produit et quoi comme étape. On va le voir dans les slides suivantes. Ce que je veux partager avec vous ici, c'est j'ai l'autorisation de partager quelques photos. Malheureusement, j'ai pas eu l'autorisation à mettre toutes les vidéos et photos pour en donner plus de détails sur ce qu'on fait sur le site d'Arras. Mais l'idée, c'est, de partir sur une nouvelle usine pour, tripler la capacité du groupe. Donc il y a un impact économique. 2, renforcer notre présence au niveau du sol français et au niveau de l'Europe et surtout accroître notre marge au niveau à l'international et aller sur le marché américain. Sur le marché américain, aujourd'hui, on a un seul produit qui est le facteur 7 recombinant, qui est autorisé à être vendu sur ce marché. Mais l'ambition, c'est d'aller avec 2 autres produits, c'est les immunoglobulines et le fibrinogène, qui vont être produits sur le site d'Arras. Pourquoi ne pas aller avec le site de Lille vers les US? C'est tout simplement les évolutions réglementaires font que aujourd'hui l'exigence au niveau de la FDA on a certains process, certains ateliers, malheureusement, ils ne pourront pas avoir l'agrément FDA, d'où la raison d'être d'Arras. C'est vraiment une nouvelle usine qui répond aux nouveaux standards. D'ailleurs, c'est un point qu'on va aborder, c'est le point réglementaire et les évolutions réglementaires ainsi que les impacts sur les industriels qui doivent s'adapter pour avoir un outil compliant, et qui est à jour par rapport aux nouvelles réglementations. Donc, on commence par une image qui m'a toujours marqué. Moi, quand je suis arrivé sur le projet, on avait l'image de gauche. C'est vraiment, le terrain, comment passer d'un greenfield à une usine qui est aujourd'hui, construite. Donc j'ai pris la photo, hier avant de partir.
Donc, pour donner la photo la plus proche de la réalité, on voit que bientôt, on arrive au bout du tunnel avec la lumière, avec le ciel qui se dégage. Parce que passer d'un greenfield à une usine pharmaceutique, c'est pas une chose simple. Donc, ce parcours, il y a un minimum 3 ans entre construction et qualification. Et bien sûr, pour faire tout ça, ben, il faut des hommes et des femmes et que ce capital humain, il est hyper, hyper important, pour partir d'une équipe, qui a fait le basic design, et arriver à faire des qualifications. On part d'un groupe de 10 personnes qui ont pensé l'usine et après on monte progressivement pour se retrouver à gérer 400 personnes pour faire tourner une usine de cette taille-là. Donc le point le plus important avant de démarrer cette usine, c'était vraiment la connaissance du contexte réglementaire. C'est où nous allons vendre nos produits. C'est quel marché nous allons attaquer pour que, au niveau des URS, au niveau du besoin utilisateur, tout ça soit bien logué et qu'on ne fait pas fausse route. C'est qu'aujourd'hui, pour un même produit, typiquement, je prends l'albumine humaine, pour un même produit vendu sur 2 marchés différents, les critères d'acceptation, ils sont vraiment différents. Typiquement, je donne un exemple. Sur l'albumine, on a une étape qui s'appelle la pasteurisation d'albumine. Ça dure 10 heures au niveau palier de pasteurisation. Au niveau national et au niveau européen, on accepte 10 heures et on peut aller jusqu'à un maximum de 13 heures, alors qu'aux États-Unis, on accepte 10 heures plus 1 heure maxi. Au niveau Chine, par exemple, au niveau température, on accepte plus ou moins 0,5, alors que en Europe, on accepte plus ou moins 1 degré. Donc c'est hyper important de connaître ce genre de détails, connaître ses produits, connaître les exigences réglementaires. Donc aujourd'hui, on va vendre en France, en Europe et au niveau FDA. Et donc les URS et tous les points qui vont suivre doivent vraiment répondre à ces exigences-là. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir cette veille réglementaire, les différentes évolutions et de se faire accompagner par les experts dans ces pays pour vraiment connaître les nouveautés et les éventuelles évolutions de ces réglementations. Parce une fois qu'on a démarré une usine, on a déjà passé des contrats, on passe des commandes sur la base de un certain nombre de points et des cahiers des charges. En cours de route, on a une évolution réglementaire. Il faut rapidement savoir s'adapter et l'implémenter. C'était notre cas. On a commencé il y a 3 4 ans et aujourd'hui, on a l'évolution de l'annexe 1 avec des nouvelles exigences. On a déjà pris en compte un certain nombre de points qui étaient déjà en discussion depuis 4 5 ans. Et heureusement qu'on a anticipé cette activité, ce qui évitera de faire des changes assez lourds en cours de route qui pourront impacter le planning et qui pourront impacter aussi le budget du projet. À ça, il faudra pas oublier qu'il n'y a pas que les textes opposables qui sont prendre en compte. Donc vraiment, il faut avoir une idée sur avoir ce qu'on appelle le concept intégré. C'est qu'aujourd'hui, je vous ai mis les 3 points importants qui sont aussi à prendre en compte. C'est les ICH Q9 sur la partie management du risque, qui est hyper importante à intégrer dès la phase de rédaction des URS par les utilisateurs. La partie ICH Q8 pour la partie développement et l'ICH Q10 pour le quality system. Donc ces éléments-là, en fait, il faut les considérer comme un seul ensemble et qui peuvent vraiment influencer les choix de l'industriel sur la technologie qu'il va acheter ou sur les équipements qu'il va qualifier ou sa manière avec laquelle il va qualifier. Donc ça, c'est devenu quelque chose non négociable. Les technologies qui ont considérablement évolué ces dernières années, on a vu les différentes avancées, que ce soit au niveau IT ou au niveau data integrity. Et maintenant, aujourd'hui, avec ces avancées scientifiques au niveau du domaine de l'injectable, ça a permis de mettre sous contrôle des problématiques qu'avant on avait avec les zones classe A dont B, avec les nouvelles technologies, l'utilisation des isolateurs, tout ça c'est devenu sous contrôle. Et maintenant, au niveau de la réglementation, elle a dû accélérer le changement. Et les textes qui étaient opposables en 2008
avec, précisément l'annexe 1. Aujourd'hui, il y a eu un changement, ce qui a fait que au niveau européen, il y a eu l'été dernier l'apparition de la nouvelle annexe 1, dans laquelle on retrouve, les nouveautés, qui seront applicables à partir de cet été. Donc, ce document, juste pour vous donner une idée, on est passé d'un document de 15 pages à un document à peu près d'une cinquantaine, une soixantaine de pages, et dans lequel on trouve les nouvelles exigences, des précisions sur des points qui n'étaient pas très clairs dans la version de 2008, pour s'adapter à l'existence de et l'apparition de nouvelles technologies. Typiquement, la technologie barrière dans le domaine de, remplissage de produits, injectables. Donc, aujourd'hui, en cours de projet, nous, on doit prendre en compte l'entrée en vigueur de cette version le mois d'août 2023. Donc nous, nos lots de validation, ils sont aujourd'hui planifiés, sur le mois de septembre. Donc, tout ce qu'on va faire sur le mois de septembre, il doit être compliant à la nouvelle annexe 1 qui sera opposable à partir du 25 août. Il y a un seul point qui a été reporté d'une année pour permettre aux industriels de faire les modifications et les changes nécessaires pour vraiment répondre aux exigences. Donc typiquement, dans cette nouvelle annexe 1, on trouve des points clés sur l'utilisation de nouvelles technologies barrières, ce qu'on appelle les isolateurs, pour ceux qui font des produits injectables. C'est devenu la référence et aujourd'hui, un industriel qui commence à réfléchir, à faire des modifications de revamping ou la construction d'une nouvelle unité de remplissage aseptique, c'est clair, la nouvelle réglementation laisse très peu le choix de partir sur des salles conventionnelles et l'orientation surtout vers les RAPS, les technologies barrières, type isolateur ou RAPS. Et la nouveauté au niveau de l'annexe 1, c'est le nouveau concept de la CCS, la contamination contrôle stratégie. C'est qu'aujourd'hui, on doit disposer de ce document, une pièce maîtresse, pour démontrer que on a la certitude que tous les processus de la boîte et de l'entreprise, mettent sous contrôle tout, risque de contamination, que ce soit particulière ou microbiologique, de l'environnement qui pourrait impacter, le produit qui sortira de ces zones-là. Donc, ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. C'est qu'aujourd'hui, on commence à faire un projet greenfield entre l'achat du terrain et le choix du terrain et la finalisation des lots, PPQ, ça prend environ 3 ans. Donc durant les 3 ans, des évolutions réglementaires peuvent, apparaître. Donc il faut vraiment être toujours informé des nouveautés, des évolutions pour que rapidement on doit être agile pour, récupérer les nouveautés, les implémenter et éviter les impacts planning et les impacts coûts. Tout ça pour permettre une prise en compte de toutes ces modifications, il faut effectivement avoir un processus de qualification et validation qui est robuste et qui répond aux standards. Donc aujourd'hui, c'est la chose la plus simple, c'est OK, acheter un équipement, c'est simple, mais par contre, acheter un équipement, le qualifier et répondre aux standards, qualité et regulatory, c'est un parcours assez lent. Donc, il faut commencer, par ce qu'on appelle nous le cycle en V. C'est vraiment la base, c'est les utilisateurs avec un grand S, c'est l'exploitant qui va utiliser l'équipement, puis la maintenance qui va aussi, intervenir sur ces équipements qui doivent mettre leurs exigences. Oui, à partir de là, on a un travail en collaboration avec nos fournisseurs. C'est les fournisseurs, il faut les considérer comme des partenaires. C'est que pendant une grande phase du projet, ils ont la responsabilité de nous, délivrer quelque chose qui répond à ce qui était marqué dans les cahiers des charges et tout ça, c'est vérifié par les équipes de qualification avec l'intervention des différents users, dans les différentes phases avant de récupérer l'équipement et de l'installer sur le site. Donc de la rédaction de l'URS jusque, la réalisation des FAT, ces étapes sont vraiment sous la responsabilité du fournisseur, mais avec la contribution des services, qualification, utilisateurs, maintenance, pour être sûr que tous les besoins qui ont été identifiés et rédigés dans l'URS sont bien pris en compte. Donc à partir de là,
on a la partie installation et c'est les équipes sur site qui prennent le relais pour faire toute la partie restante, c'est QI/QOQP. Donc ça, c'est classique, il y a rien de nouveau, mais c'est vraiment à chaque fois vérifier que tout ce qui a été commandé est bien, conforme à ce qui a été livré. Et à la fin, on a tout le processus, qualification qui va être prononcé pour donner les autorisations pour passer de la QO à la QP. Une fois qu'on a fait la QP, on a le go pour aller pour les lots de validation. Une fois qu'on a fait les lots de validation, ils vont partir en stabilité et à partir de là, on pourra dire que la partie qualification est terminée. Donc tout ça, ça nécessite, beaucoup, de ressources. Chaque équipement, il y a nécessité au moins un user, une personne ce qu'on appelle le CNQ, le Commissioning et Qualification, une partie, une personne de service technique, donc c'est un groupe de 3 4 personnes par équipement. Donc je vous laisse imaginer le nombre de personnes à mettre autour de la table quand vous avez une ligne de remplissage avec des lyophilisateurs, des préparations matérielles à stériliser, laveur autoclave, des activités de pasteurisation, donc vraiment une armée. Et pour gérer cette armée, il faut avoir une organisation en place robuste entre construction et qualification, puis un transfert de responsabilité vers les futurs utilisateurs, que ce soit production ou service technique ou les autres parties prenantes, hein, l'assurance qualité et la validation. Donc une organisation projet, elle est hyper importante pour, que le travail au niveau des interfaces soit bien fait pour éviter d'avoir des loupés entre, le passage projet vers exploitation. Aujourd'hui, c'est là où on trouve vraiment les faiblesses. Donc j'ai préparé quelques exemples de nouvelles technologies. J'essaie de faire simple. Malheureusement, j'ai pas eu l'autorisation d'avoir plus de photos, pour illustrer cette partie-là. Au niveau, je vais traiter 3 points. La purification, c'est une partie du process. Après, la mise en forme pharmaceutique et j'ai pris un exemple, de système informatisé qui va me permettre de répondre à toute la partie autour de la data integrity. Au niveau de la purification, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, pour faire un produit, issu du plasma, on travaille sur précipitation et chromatographie. Là, aujourd'hui, ben, typiquement, là, c'est un flux pour un produit, qui sort à l'état liquide. Donc dans un premier temps, on récupère, la partie précipitée, on la processe et après ici, on a la nouvelle technologie, elle est là, c'est la chromatographie. La chromatographie, cette colonne, habituellement à Lille, on avait une colonne avec un diamètre, je pense, d'environ 80 centimètres ou 1 mètre et aujourd'hui, sur Arras, on part sur une colonne à peu près avec un diamètre de 2 mètres. De mettre pour avoir une capacité de gel à l'intérieur de la chromato, à peu près 800 litres de gel. 800 litres de gel, c'est environ 1 million d'euros, le gel à l'intérieur de cette colonne pour pouvoir tripler la capacité de l'usine. On n'a pas le choix que de doubler en entrée les volumes de plasma à traiter, ce qui marquait, en gros 9 000 litres de plasma. Aujourd'hui, on fait des décongélations de 4 500 litres de plasma. Demain, on va pouvoir faire des décongélations de 9 000 litres de plasma, ce qui va nous permettre de, mobiliser moins de ressources pour faire, ces lots de production et être plus efficient. Et donc ça, c'est un exploit technologique et c'est un partenariat avec le, fournisseur de cette colonne qui nous a permis quand même de réussir ce challenge. Donc seul, on a fait la vision, le cahier des charges, mais avec le partenaire, fournisseur, on a réussi à mettre ça en exécution et on a réussi à sortir ce projet. Au niveau de la partie informatique, aujourd'hui, on sait très bien que la data integrity, c'est un sujet, touchy. C'est un sujet qui est, très suivi par les inspecteurs durant les inspections. Et on a opté pour un choix, pour utiliser un système au niveau, production, un système qui s'appelle le MES, le Manufacturing Execution System. En fait, c'est un système informatisé qui va permettre de guider, l'opérateur. Là, j'essaie de vous faire un peu le parallèle entre anciennement la carte routière et aujourd'hui le GPS. C'est pratiquement le même système
qu'on utilise aujourd'hui au niveau production, c'est avec ce nouveau système, l'opérateur, il est guidé étape par étape ce qu'il doit faire et avec des verrous entre chaque étape avant de passer de l'étape 1 à l'étape 2. Il y a un certain nombre de validations qui doivent être réalisées et fermées au niveau de l'application avant de passer à l'étape suivante. Donc, ce qui va permettre de éviter les erreurs, éviter les oublis et faciliter la tâche aux opérateurs. La deuxième chose aussi, c'est qu'à un moment donné, aller d'une étape à l'autre, en fait, ça nécessite, on a beaucoup de dilutions à faire. Donc, dans ce système, on vient valider des formules de calcul. Anciennement, c'est le technicien qui fait à la main, qui récupère un taux de protéines, qui va faire une dilution. Et on a eu beaucoup de cas d'erreurs de calcul et du coup, ben, des dilutions qui n'étaient pas conformes. Et avec ce système, avec les formules déjà qualifiées, validées dans le système, ça, on a l'analyse qui est faite. L'information, elle est introduite dans le système de façon automatisée. L'information arrive directement dans la formule et le système, il sait quelle est la dilution à faire et il passe à l'étape suivante. Ce qui permet aussi de faire des prélèvements à chaque fois de la même manière, avec le même volume et au même instant, ce qui permet une reproductibilité et répétabilité de ces étapes. Puis, toutes ces informations sont enregistrées et verrouillées avec une compliance à toutes les dernières normes sur le sujet. Et aussi, ce qui nous permet d'avoir un suivi et des KPI et des tendances sur les différents paramètres de pilotage. Donc avant, on avait sans l'MES, en fait, on avait une étape, un batch report, une étape, un batch report et à la fin, on a l'analyse de différents batch reports qui sont dans le lot, avant de, décider sur la libération ou pas du lot. Donc aujourd'hui, en fait, il faut imaginer ça, c'est un système intégré où on a des différents batchs qui causent entre eux et à un moment donné, l'information, elle est centralisée dans un même système qui va renvoyer l'information vers l'opérateur pour faire la revue. Aujourd'hui, on parle de revue par exception au travers d'un dossier électronique. C'est que par exception, en fait, on n'a que les événements en dehors de l'attendu qui remontent dans ce document. Et du coup, on a 2 pages d'événements versus les 50 pages d'un batch report. Donc, dans ce système, on a vu la guidance de l'opérateur. Dès qu'il y a des erreurs, on a la détection rapide des erreurs avec des verrous qui sont validés. L'information, elle est stockée, il n'y a pas de perte d'information ou perte de dossier. Et la revue, elle est facilitée parce que c'est une revue par exception. Les avant-dernières slides, c'est qu'au niveau du remplissage sceptique, on a vu On l'a vu au niveau de la réglementation, c'est qu'aujourd'hui, l'industriel, aujourd'hui, vous avez un produit, vous voulez répartir un produit, vous recevez un contrat de sous-traitance d'un bulk, vous voulez le mettre en solution, vous voulez faire un remplissage aseptique. Le remplissage aseptique, aujourd'hui, c'est obligatoirement soit sous isolateur, soit à RAPS. Et aujourd'hui, la maîtrise d'une classe A dans une classe B, elle est, voilà, on commence à remettre en question beaucoup de pratiques. Il y a beaucoup de prélèvements à faire dans ces zones-là. Donc, avec l'utilisation de la nouvelle technologie, ce que vous voyez devant vous, en fait, c'est une ligne de remplissage qui a été installée l'été dernier dans l'usine et on est en train de la qualifier. La boîte que vous voyez, c'est l'isolateur. En dessous de cette boîte, il y a la ligne de remplissage. Et au bout de la ligne de remplissage, en fait, on a 4 lyophilisateurs en série. Donc, en fait, on a une intégration totale de ces 3 équipements et avec un chargement-déchargement automatique des lyophilisateurs. Ce qui, par rapport à avant, en fait, on avait la ligne, on sortait le produit dans des plateaux, on mettait dans des automobiles, on poussait les automobiles vers un autre local où on trouve les lyophilisateurs. Donc avec tous les risques de contamination en cours de transfert entre les différents postes, et on traverse à chaque fois la classe B, et c'est là où on a les problèmes de particules et de contamination. Ces choses sont moins tolérées. Il y a beaucoup de contrôles à rajouter pour démontrer que tous ces points-là sont sous contrôle, chose qui est dure. Ça génère beaucoup de déviations, traitement de déviations, ralentir le flux, des prélèvements supplémentaires. Et souvent, malheureusement, on n'arrive pas à défendre les déviations et les lots partent en R et sont refusés, ne sont pas acceptés. Donc, c'est un manque à gagner et ça n'arrange personne. Donc, aujourd'hui, avec cette nouvelle technologie, ça permet de mettre sous contrôle ces problèmes
ça améliore la qualité du produit et ça facilite la tâche aux opérateurs parce qu'ils sont dans une classe C et ne sont pas dans une classe B avec un habillage lourd. Par contre, la qualification de ces équipements, elle est assez lourde et il faut travailler beaucoup en partenariat avec les fournisseurs pour vraiment avoir des chances de réussite au niveau de la partie qualif. Une fois qu'on est parti sur ce genre d'équipement, c'est clair, le transfert des bouchons, des capsules ou des éléments à l'intérieur de l'enceinte fermée hermétiquement, ben, il faut travailler sur le système de transfert et donc, ces systèmes de transfert aujourd'hui, c'est des systèmes de transfert robotisés, pareil, qui vont nous permettre de gagner en temps de chargement, qui vont nous permettre de gagner aussi en coût, parce que c'est contrairement à avant, en fait, on vient avec des sachs, ce qu'on appelle les bêta bags, qui coûtent cher. Donc là, aujourd'hui, on peut remplacer la cuve, elle peut prendre 15 000 bouchons, alors qu'une sach, elle peut prendre que 600. Donc du coup, ça vous laisse imaginer les coûts l'autoclavage de 600 Sach. Donc, du coup, c'est ce genre de système qui aujourd'hui existe sur le marché et grâce à la technologie, ça permet d'améliorer l'asepsie et du moment que ça existe sur le marché, les réglementations sont influencées avec ça et quand les inspecteurs arrivent sur un site, ils s'attendent à voir les équipements state of the art. Donc, on ne peut pas acheter un isolateur et à un moment donné, continuer à connecter, à déconnecter des sachs 40 à 50 fois par lot, alors que on peut imaginer qualité by design, un équipement qui permet de charger en une seule fois les bouchons ou les composants pour alimenter l'isolateur. Donc une seule connexion versus 45 ou 50, la différence elle est très claire. Et en plus, on vient faciliter la vie aux opérateurs. Du point de vue sécurité opérateur, c'est qu'il n'y a pas des chargements, déchargements à répétition, le port de charge lourde. Donc, c'est un système qui est robotisé, qui permet aussi de faciliter la tâche aux opérateurs au quotidien. Donc ça, c'est des exemples de systèmes, de nouvelles technologies qui existent aujourd'hui sur le marché. C'est beau, certes, mais par contre, au niveau qualification et au niveau validation, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de documentation, parce que là, c'est un équipement qui voit la vapeur, qui voit l'eau. Donc, il y a des informations qui sont stockées sur les cuves. Il faut s'assurer que les informations ne sont pas perdues, la traçabilité, tout ce qui est data integrity. Donc, c'est des systèmes assez complexes à qualifier et à valider. Voilà. Les facteurs de réussite, là, j'ai listé quelques points. Voilà, du point de vue voilà, retour sur expérience, partir d'un greenfield vers une usine pharma, c'est une très bonne idée. C'est tout construire de HKZ, c'est très bien. Par contre, à quel prix, ça, c'est une autre question. Donc, pour moi, le plus important aujourd'hui, avec le recul, depuis maintenant 7 ans, je suis sur le projet. Pour moi, le point le plus important, c'est vraiment d'avoir une vision très claire. Une vision très claire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est faut savoir quel produit on va vendre, quel produit on va processer dans cette usine, pour quel marché et quelle technologie utiliser. C'est hyper important, c'est facile à dire, oui, c'est évident, mais par contre, en cours du projet, on peut avoir des nouvelles idées qui arrivent ou des changements de direction ou des changements au niveau du bord qui font que on modifie la feuille de route et du coup, c'est des facteurs qui vont influencer le planning, qui vont influencer le coût. Donc, c'est hyper important de stabiliser dès le début le scope du projet depuis la rédaction des URS par l'utilisateur jusque la mise en exploitation. Voilà. Donc ça, c'est un point hyper important. Deuxième point, c'est 2 points qui vont ensemble, c'est l'organisation. Il faut avoir une organisation projet très claire. Donc un projet, c'est une construction, donc c'est une équipe construction, donc c'est une équipe qui fait le béton, qui fait le fer, qui fait les grosses œuvres, mais aussi une équipe qui est en train de travailler sur la partie documentaire, la partie qualification, la partie soumission réglementaire. Donc tout ça, c'est hyper important de le penser avant même de démarrer la première pierre de ce projet. C'est vraiment quelle organisation de projet il va falloir mettre en place. Il faut avoir une équipe
projet pluridisciplinaire, experte et engagée. Experte, pourquoi experte? Parce qu'au début, pour rédiger des URS, c'est pas un simple technicien qui va le faire, c'est vraiment des experts qui ont déjà, fait, des usines, qui ont déjà installé des équipements et qui ont assez de recul pour vraiment avoir un œil critique sur ce qu'il faut mettre dans les URS. Ça, c'est un point important qui va avec le suivant, c'est la gestion du capital humain. C'est bien de faire cette aventure, avoir, le temps, avoir, les finances, c'est très bien, mais ne pas avoir le capital humain qui va faire, qui va driver tout ça, c'est même pas la peine. Donc, le chantier, qui est, de la même difficulté que le chantier technique, c'est le recrutement et la formation des, techniciens qui vont piloter ces installations. Donc ça, c'est hyper important aussi à avoir en tête, comment on va partir de 10 personnes qui ont pensé le projet à 400 personnes. Le dernier point pour la conclusion, c'est vraiment avoir une gestion de risque dès le démarrage du projet, pour mettre en place, qui doit être mise en place, dès le démarrage, pour mettre sous contrôle les différents risques qui vont apparaître au fur et à mesure. Ça, c'est hyper important parce que le chemin est vraiment c'est pas une ligne droite, voilà, c'est beaucoup d'obstacles, que ce soit réglementaires, que ce soit techniques, et là, il faut avoir vraiment les outils qui vont bien. Voilà. Je suis arrivé à la fin de ma présentation. Donc, je suis impatient d'avoir vos questions, vos réactions et je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup.